première chose que je voulais noter, c'est que, a priori, dans cette table ronde, on ne s'intéresse pas à l'économie prise en bloc. En tout cas, si on avait entendu Benoît avant moi, je crois que ça aurait été une évidence. On ne s'intéresse pas à l'économie comme si c'était une doctrine anonyme et sans dissensus, mais que pour le coup, on s'intéresse à l'économie comme corpus textuel pluriel. Donc, l'idée, peut-être à l'intérieur de cette table ronde, de l'intervention de Benoît Valrevens et de la mienne ensuite sur Jean-Baptiste Say, c'était véritablement d'étudier sur cas la fonction auteur en économie, comme l'écrit Ludovic Frobert lorsqu'il explicite en fait ce qu'a voulu faire Deirdre McCloskey dans La rhétorique de l'économie. Et c'est vrai qu'on aurait pu commencer par rappeler que McCloskey, dans la deuxième édition de Rhetoric of Economics, en 98, a interverti en fait l'ordre des chapitres pour présenter en second lieu sa critique des impensés du formalisme mathématique, et puis présenter en premier ses études de cas sur la rhétorique des économistes des années 30-70, donc Ronald Coase, Samuelson, Gary Becker, etc., etc. Donc évidemment, l'idée de s'intéresser aux métaphores chez Jean-Baptiste Say, ça se situe dans le sillage de cette rhétorique de l'économie sur auteur. Mais là, on a tout de suite deux problèmes, me semble-t-il. C'est que je crois que le premier problème, c'est que le littéraire est sans doute moins à l'aise que l'historien de l'économie pour repérer des métaphores qui fassent globalement sens dans un essai économique. D'abord parce que on risque de pointer des métaphores localisées qui ne seraient pas très significatives. Et d'ailleurs, McCloskey, dans le chapitre 5 de l'édition de 86 de son livre, finalement donne une extension très large au terme de métaphore, parce que la métaphore, chez elle, ça englobe la métaphore, l'image, l'analogie, l'allégorie, les récits d'économistes, les stories, et même l'ironie. Il y a une deuxième chose, c'est que le littéraire risque de rater ce que McCloskey considère, elle, comme métaphore. Par exemple, quand elle explique, il me semble que c'est un passage qui est intéressant, quand elle explique que la notion même de fonction de production chez Robert Solow en 1956 ou en 1957, c'est une métaphore, parce que, comme elle le dit, tous les impondérables et l'épaisseur de la vie professionnelle se trouvent ramenés à une courbe à la craie sur un tableau noir, je cite. Elle identifie donc la fonction mathématique comme une métaphore, ce qui n'est pas tout à fait évident pour le lecteur. Le deuxième problème, c'est que Jean-Baptiste Say, c'est finalement un bon et un mauvais exemple. Pour l'étude des métaphores en économie, me semble-t-il, c'est un mauvais exemple parce qu'on n'est pas du tout dans cette économie mathématisée que commente McCloskey. Et il y a même, dès le discours préliminaire du traité d'économie politique, première édition en 1803, donc, il y a une double critique de la statistique et des mathématiques qui est extrêmement ferme. À la page 5 de l'édition de 41, Say distingue très nettement l'économie politique, qui est une science expérimentale, de la statistique, qui n'est qu'une science descriptive, comme il dit. Et à la page 13, un peu plus loin, il estime qu'on ne peut pas quantifier les facultés, les besoins, les volontés des hommes, et que donc les mathématiques n'apporteront selon lui aucune précision en économie. Or du coup, quand on travaille sur quelqu'un comme Jean-Baptiste Say, dont je ne suis absolument pas spécialiste, et puis de toute façon je ne suis pas historien de l'économie naturellement, mais on ne peut pas étudier chez lui en tout cas de tension entre la formalisation mathématique et puis d'un autre côté une métaphorisation insciente comme le fait McCloskey. Mais bon, on pourrait aussi estimer que c'est quand même un bon exemple et que cette économie politique verbale abonde en métaphores. Et de fait, Philippe Steiner souligne que Jean-Baptiste Say est quelqu'un qui a eu le souci de vulgariser l'économie, qu'il a voulu importer Adam Smith en l'éclaircissant, qu'il s'est adressé à divers auditoires. Un témoin, ses cours à l'Athénée en 1819. Ou qu'il a voulu énoncer des principes que les manufacturiers pourraient tout de suite mettre en pratique. C'était quand même l'idée de son économie politique. Et il explique lui-même, dans l'avertissement de son catéchisme d'économie politique, qu'il veut mettre les principes de l'économie politique à la portée de toutes les intelligences, comme il dit, à la portée des esprits les moins exercés. Et c'est vrai que, du coup, on pourrait s'attendre à une économie verbale. J'utilise ce terme parce que c'est celui que McCloskey utilise. Elle dit, je crois, verbal economics. Donc, on pourrait s'attendre à une économie verbale très imagée. Or, c'est
pas vraiment le cas non plus. Enfin, plus précisément, on se rend compte finalement que le traité d'économie politique, donc la version savante, la version expansée du propos de Say, abrite plus facilement des métaphores que le catéchisme d'économie politique. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est finalement compréhensible, parce que le catéchisme, finalement, il se présente comme un ensemble très chapitré de questions d'un naïf et de réponses de l'économiste, tout ça fondé sur des exemples, et il me semble que c'est un dispositif pédagogique très découpé, et c'est peut-être pas très propice au déploiement de la métaphore. Alors, cela dit pardon, pour en finir avec ces préliminaires, c'est vrai que Jean-Baptiste Say reste un bon exemple parce que lorsqu'il mobilise l'analogie, dès le début du traité d'économie politique, c'est pour caractériser la science économique elle-même. C'est-à-dire que, à la limite, le naturalisme dont nous avons beaucoup parlé depuis le début du colloque, ou la réticence au falsificationnisme que McCloskey voudrait que ses collègues économistes reconnaissent, Say les proclame d'emblée par voie de métaphore. Et donc, je voudrais commencer par une remarque sur ce point, après quoi je tenterai tout de même de chercher dans un chapitre du traité d'économie politique des métaphores peut-être moins explicites, et puis je finirai par une troisième remarque sur la falsifiabilité de la métaphore, et en fait mes trois remarques seront de longueur décroissante, et j'espère tenir le temps. Donc, première remarque sur la métaphore d'ordre épistémologique chez Say. Dans le discours préliminaire du traité d'économie politique, comme dans la première séance de son cours à l'Athénée, Jean-Baptiste Say explique que les sciences morales et politiques ne sont pas moins rigoureuses que les autres sciences positives. Donc l'économie politique est aussi scientifique que la physique ou les mathématiques. Et Say commence par souligner que l'économie politique n'est pas un empirisme, mais vraiment une théorie. Et donc au début du cours, par exemple, il explique que de simples observateurs, ce ne sont pas des gens qui peuvent prétendre au titre de savants. À un moment donné, il y a une citation sur le berger qui dit la chose suivante, il y a plusieurs exemples similaires. Le moindre berger a vu autant de levées et de couchers de planètes que le plus fameux astronome, et même il peut empiriquement prédire leur retour avec une tolérable exactitude. Mais l'astronome observe l'analogie qui existe entre la marche de l'une et de l'autre planète, il en déduit une loi commune. Et donc le théoricien, c'est celui qui établit des liaisons entre les faits et qui formule des lois qu'il met ensuite à l'épreuve de l'expérience. La difficulté, c'est ça qui est intéressant dans le propos de Say au début, la difficulté, c'est qu'il y a deux sortes de faits. Et c'est en distinguant en fait ces deux sortes que le discours préliminaire du traité d'économie politique accouche d'une première comparaison intéressante. Alors, je vous lis cette première citation, donc voilà, en toute redondance avec le PowerPoint, contrairement aux grands principes d'Emmanuel Bougeux, j'en suis désolé. Il y a des faits généraux ou constants et des faits particuliers ou variables. Les faits généraux sont les résultats de la nature des choses, dans tous les cas semblables. Les faits particuliers résultent bien aussi de la nature des choses, mais ils sont le résultat de plusieurs actions modifiées l'une par l'autre dans un cas particulier. Les uns ne sont pas moins incontestables que les autres, même lorsqu'ils semblent se contredire. En physique, c'est un fait général que les corps graves tombent vers la Terre, et cependant, nos jets d'eau s'en éloignent. Le fait particulier d'un jet d'eau est un résultat où les lois de l'équilibre se combinent avec celles de la pesanteur, mais sans les détruire. Alors, ça, c'est un passage que vous trouvez dans les trois premières éditions du traité d'économie politique, et puis même la comparaison finale, enfin la phrase finale, vous la trouvez aussi dans la quatrième édition. Je voulais lire en fait la mouture suivante, celle qui vaut pour les éditions 5 et 6 du traité. C'est presque la même chose. L'économie politique, telle qu'on l'étudie à présent, est tout entière fondée sur des faits, car la nature des choses est un fait, aussi bien que l'événement qui en résulte. Et les phénomènes dont elle cherche à faire connaître les causes et les résultats peuvent être considérés ou comme des faits généraux et constants, qui sont toujours les mêmes, dans tous les cas semblables, ou comme des faits particuliers qui arrivent aussi bien en vertu de lois générales, mais où plusieurs lois agissent à la fois et se modifient l'une par l'autre sans se détruire. Comme dans les jets d'eau de nos jardins, où l'on voit les lois de la pesanteur modifiées par celles de l'équilibre, sans pour cela cesser d'exister.
Alors, les deux passages que nous avons lus ont le même sens, mais le deuxième état du texte est peut-être plus fluide, me semble-t-il. Il s'affranchit de la référence explicite à la physique qui est contenue dans l'allusion aux lois de la pesanteur. Et du coup, la comparaison avec le jet d'eau est plus immédiate et la science économique se trouve associée plus étroitement à la science physique. Et ce qu'on a là, en définitive, c'est une manifestation très saillante et explicite du paradigme newtonien sur lequel se fonde l'économie politique classique et que les économistes sociaux de la fin du XIXe siècle et les économistes hétérodoxes vont dénoncer par la suite. Donc les ondes du jet d'eau, c'est une analogie. Et une page plus loin, Jean-Baptiste Say en fait une autre, entre la plume qui n'en finit pas de voltiger dans les airs et qui semble démentir la gravitation universelle, et le fait qu'il peut exister de la même façon, par exemple des prêteurs, des marchands qui seraient disposés à prêter de l'argent à bas prix, même si le contexte est risqué, sans que ces deux faits particuliers ne détruisent la loi générale. Et donc dans ces deux exemples, en fait, le jet d'eau et la plume, on n'a pas seulement une analogie, mais on a une véritable fusion en fait, des paradigmes physiques et économiques autour de la notion de loi. Alors ça pourrait nous faire penser au passage assez connu de The Rhetoric of Economics, dans lequel McCloskey médite sur le fait que l'élasticité, la dépression, ou alors surtout l'équilibre, qui lui évoque une boule au fond d'un bol, ce sont des métaphores mortes ou des métaphores inscientes. Mais les exemples analogiques de Jean-Baptiste Say, ce ne sont pas des dead metaphors, comme dit McCloskey, ou comme ce que nous voulons dire peut-être quand nous disons catacrèse. Ce sont des analogies qui, au contraire, en fait, exhibent la comparaison physique à des fins d'anoblissement de la science économique. Donc, si métaphore il y a, on serait là dans un premier régime, qui serait un régime métadiscursif de la métaphore. La métaphore parle de l'économie elle-même, ici. Et donc, du coup, je voudrais faire une deuxième remarque sur les métaphores plus discrètes qu'on peut trouver chez Say, parce qu'il me semble que c'est un peu plus difficile de débusquer chez lui des métaphores inscientes, dans le sens où l'entend McCloskey, c'est-à-dire des métaphores qui seraient d'autant plus significatives qu'elles ne sont pas investies. Mais je crois qu'on pourrait s'amuser à lire dans ce sens, en fait, l'un des plus célèbres chapitres du traité d'économie politique est le chapitre sur les débouchés. C'est le chapitre où Jean-Baptiste Say explique la loi des débouchés, c'est-à-dire le fait que c'est en produisant qu'on développe une économie, pas en créant de l'argent pour acheter les produits qui existent. Fabriquer un produit, c'est verser des salaires, et puis c'est surtout mettre en face des autres produits un nouveau produit qui appelle l'échange, la monnaie, et tout à l'heure, Éric Michoulan parlait du caractère neutralisant de cette théorie, la monnaie n'étant dans ce processus évidemment qu'un truchement transitoire. C'est la formule célèbre, on a payé des produits avec des produits. Alors évidemment, dans un tel propos, dans le chapitre des débouchés, il y a déjà de la métaphore. Enfin, la notion même de débouché, c'est une catacrèse, en fait. On offre, on ouvre des débouchés. Le débouché, c'est la respiration, l'air libre. Le débouché, c'est le contraire de ce que Jean-Baptiste Say nomme dans le même chapitre l'engorgement, c'est-à-dire les effets de surproduction partielle qui sont souvent le fruit de la maladie politique, pour reprendre un de ces termes. Donc il y a un imaginaire respiratoire et circulatoire du corps sain. Et ça s'accompagne d'une métaphore pour désigner la monnaie, qui n'est pas désignée en l'occurrence ici comme un voile, mais comme un véhicule. La monnaie agit de même qu'une voiture, dit Jean-Baptiste Say. Elle sert le mouvement général. Et donc enfin, quand un producteur a terminé un produit, dit Jean-Baptiste Say, son plus grand désir est de le vendre pour que la valeur de ce produit ne chôme pas entre ses mains. C'est une citation. Et l'entrepreneur veut aussitôt dépenser son argent pour que la valeur de l'argent ne chôme pas non plus. On ne chôme pas chez Say, c'est une pensée diamétralement opposée à l'idée d'oisiveté, et c'est bien ce que lui reprocheront Stendhal comme Malthus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il me semble que dans tout le chapitre sur les débouchés, règne en fait surtout une métaphore plus globale, qu'on peut reconstituer à partir de ces occurrences, me semble-t-il. J'ai laissé en italique les termes que Jean-Baptiste Say souligne lui-même, et puis j'ai coloré en bleu turquoise les termes que je trouvais intéressants, suggestifs. Donc je vais lire, peut-être pas tout, mais certaines de ces extraits en fait, du chapitre sur les débouchés. Dans les lieux qui produisent beaucoup, se crée la substance avec laquelle seul on achète, je veux dire la valeur. Un peu plus loin, un produit terminé offre, dès cet instant,
et je trouve cette idée de quasi-simultanéité intéressante, un débouché à d'autres produits pour tout le montant de sa valeur. Ensuite, deux allusions au fait qu'un homme à talent est condamné à végéter s'il ne bénéficie pas d'un environnement productif. Et puis une occurrence numéro 5 que je trouvais suggestive aussi. Si une nation réussit dans l'agriculture, c'est une raison pour que ses manufactures et son commerce prospèrent. Si ses manufactures et son commerce sont florissants, donc le vieux verbe, le verbe du XIIe siècle, dérivé du verbe fleurir, si ses manufactures et son commerce sont florissants, son agriculture s'en trouvera mieux. Et puis donc finalement, cette occurrence, à la vérité, le nombre de consommateurs étant bornés par les denrées alimentaires, leurs autres besoins peuvent se multiplier indéfiniment et les produits capables de les satisfaire peuvent se multiplier d'eux-mêmes et s'échanger entre eux. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce petit sondage, dans ce petit corpus, c'est qu'en fait, on voit ici deux logiques, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la logique de l'efflorescence, et puis il y a une logique transversale qui est celle de la fécondation, c'est-à-dire qu'on a à la fois la croissance, et puis, d'une manière en quelque sorte orthogonale, la diversification. Et il me semble que la métaphore globale qui préside à tout cela, bon, c'est donc celle de la nature, tout simplement, enfin, à la fois croissance et échange. Et la richesse des nations, c'est un peu la physis des présocratiques, parce que c'est à la fois l'omniprésence du mélange et de la dissociation, d'une certaine manière. Donc l'économie, tout au long de ce chapitre, et puis je pense qu'on peut en dire autant du traité d'économie politique, elle est décrite comme un écosystème dans lequel, en définitive, la prédation est remplacée par l'échange. Et ce que je remarque ici, c'est que du coup, on a plutôt une métaphore qui est empruntée au vivant, plutôt que la métaphore empruntée à la physique mécanique que Jean-Baptiste Say met très explicitement en avant quand il écrit le discours préliminaire. Alors maintenant, bon, il faudrait évidemment voir jusqu'où cette métaphore est juste, et dans quelle mesure la réalité la dément. C'est tout ça l'intérêt. Il y a un passage assez amusant de The Rhetoric of Economics dans lequel McCloskey cite Wayne Booth, qui lui-même ironisait sur le fait que certaines métaphores ne tiennent pas la route et que, par exemple, si on creusait véritablement la célèbre métaphore baroque selon laquelle le monde est un théâtre, on pourrait, disait Wayne Booth, on pourrait se demander qui vend les tickets, qui s'occupe de l'éclairage, etc. Bon. Et ça m'amène donc à une dernière remarque qui sera très rapide, sur la réfutabilité des métaphores. Finalement, l'avantage d'une expression métaphorique, c'est qu'elle est réfutable dès lors qu'on creuse un peu la métaphore. Et c'est dans ce sens que McCloskey lit les économistes, et qu'elle leur sait gré d'utiliser des métaphores, même si ces métaphores se déguisent derrière un formalisme mathématique d'allure imparable. Simplement, McCloskey reproche aux économistes de ne pas le reconnaître. Et ce qui me semble intéressant quand on reprend la métaphore en fait originelle du jet d'eau, c'est que elle est passible d'une double lecture. C'est la première lecture, bon, l'économie politique est régie par des lois aussi implacables que celles de la physique newtonienne, et du coup, tout l'objet de la science nouvelle, c'est de mettre ces lois en évidence pour édifier les gouvernements. Et on voit très bien, donc, derrière, la logique de ce naturalisme. Dans ces conditions, les règlements, les corporations, les syndicats, la loi des hommes risquent d'être autant d'expressions de ce que Jean-Baptiste Say appelle la maladie politique. Et c'est ça qui déséquilibre les marchés. Mais finalement, quand on y réfléchit, cette métaphore du jet d'eau que Jean-Baptiste Say met en bonne place dans son traité d'économie politique, il y a une deuxième lecture possible, c'est-à-dire que le jet d'eau n'existe que parce qu'on a créé une pression, une direction pour établir ce fait particulier, comme il dit. Un jet d'eau, c'est beau, ça défie la pesanteur, ça fait du jardin autre chose qu'un potager, et du coup, le jet d'eau, ça pourrait être une expression de l'art. Parmi les produits immatériels que dénombre Jean-Baptiste Say en accusant Adam Smith de les avoir un peu oubliés, mais on peut aller plus loin, parce que finalement, tout ce qu'il y a de construit et de concerté dans le jet d'eau, ça peut être aussi justement une expression de la loi des hommes, de la correction de la loi économique. Et dans ces cas-là, la métaphore liminaire de Jean-Baptiste Say est complètement réversible. Ça pourrait être aussi bien une métaphore de l'interventionnisme ou de la régulation, d'une certaine manière. Et c'est là-dessus que je voulais finir, c'est-à-dire en disant que la qualité de la métaphore, c'est que elle est plus ambivalente que ne le voudrait son utilisateur.
et qu'elle a le mérite donc de conférer une forme de falsifiabilité à un discours en quête de scientificité. Voilà.